pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc merci d'être venus si nombreux malgré les intempéries diverses et variées, notamment le foot, et les grèves et on va dire notre problème météorologique du mois de juin. Le sujet est certes complexe, un peu anxiogène, mais rassurez-vous, nous allons avoir quelques conseils fiscaux, donc cela risque de détendre l'atmosphère. Nous avons souhaité faire ce petit déjeuner de débat avec notamment nos 4 intervenants que je vous présenterai tout à l'heure pour essayer de vous aider soit dans la recherche d'investissement, parce que je sais que nous avons un certain nombre de startups aujourd'hui, mais également avoir quelques conseils pour investir dans la mesure où de plus en plus vous êtes sollicité d'une manière diverse et variée pour investir dans des projets d'amis, ou sinon vous avez déjà créé votre société, vous l'avez déjà revendue et vous cherchez aussi à diversifier un petit peu votre patrimoine et les éventuels investissements que vous pouvez être amené à faire. Donc, avant de voir les différents cycles de vie, je souhaitais faire une référence au rapport de la Commission nationale d'évaluation des politiques, 15 ans de politique d'innovation en France, qui est paru en janvier 2016 et qui a placé la France comme un des principaux pays et un des principaux, où l'État français est aujourd'hui le plus actif au niveau de l'innovation et au niveau des investissements en matière d'innovation parmi les pays de l'OCDE, derrière la Corée et le Canada. Donc plus de 10 milliards d'euros annuels sont investis en soutien à l'innovation. Les dispositifs de soutien à l'innovation sont passés de 30 en 2000 à plus de 62 aujourd'hui. Donc, ce qui donne une complexité assez importante. Où chercher, comment chercher, à qui s'adresser, à quel moment. Quotidiennement, nous entendons aussi des fonds d'investissement, des industriels, des banques, des assurances ou encore les GAFAM créer de nouveaux incubateurs ou de nouveaux fonds. AXA, par exemple, l'année dernière, avait lancé un fonds de 230 millions d'euros et en a déjà dépensé 20 millions en investissant énormément dans la data. Donc, on voit aussi que tous les industriels, aujourd'hui, les gros industriels, essaient de placer en dehors de leur mode de fonctionnement les investissements. Bon, après, c'est vrai que la donnée fait énormément grimper les valorisations, comme nous l'avons vu avec le rachat de LinkedIn avant-hier. La problématique aujourd'hui que nous rencontrons, aussi bien en tant que cabinet d'avocats, aussi bien en tant que start-up ou investisseurs, c'est la multiplicité de ces soutiens, de ces aides qui peuvent laisser perplexes, qui apparaissent aussi comme un millefeuille. Donc, nous rentrons, c'est pour ça que nous avons souhaité faire intervenir les différents témoignages, et notamment les 4 personnes qui sont autour du PowerPoint. Donc, dans un premier temps, je voulais aborder assez rapidement, même si vous les connaissez tous, les différents cycles de vie d'une entreprise qui se rapprochent un petit peu de notre cycle de vie en tant qu'humain. Donc, avec un premier cycle qui est l'idée, le concept, la naissance, un deuxième, qui est la naissance et la création, la preuve du concept, ensuite le point d'équilibre et la maturité. Les besoins de financement vont être complètement différents selon ces différents cycles de vie, avec au moment de l'idée, le concept, quelque part comme à la naissance, préalablement à la naissance, un cycle qui n'a pas forcément besoin d'investissement. Le cycle 2, la naissance et la création, vont créer des besoins qui vont être différents, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes sur des services ou une évolution des usages, les besoins de financement seront complètement différents par rapport à une création de technologie qui va être disruptive. C'est-à-dire que dès le moment où vous voulez passer de la maquette à la création de prototypes, les besoins dans ce cas-là vont être assez significatifs. La preuve du concept, de plus en plus, à ce niveau-là, nous voyons des accords avec des industriels, des accords de partenariat, où des industriels financent de plus en plus le passage de la maquette au prototype. Le point d'équilibre est à la limite ce cycle le plus facile, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, de plus en plus, vous arrivez à trouver des financements dans le cadre du développement, ce qui est beaucoup moins vrai au niveau de la naissance et, et de la création. C'est-à-dire que tous les jours aujourd'hui, dans la presse, l'amorçage reste une grande. Le financement de l'amorçage reste quelque chose de très complexe. Et ça, je pense que toutes les startups le reconnaissent. Donc, vous avez la log money, vous avez la famille monnaie, mais peu de risques sont pris par les fonds ou par notamment la BPI en investissement. Donc, au niveau des investissements, vous avez deux types d'investissements, les financements actifs, avec les concours, réduction d'impôts, les aides à la création, les prêts d'honneur, les prêts bancaires, les financements et tout ce que l'on rencontre, enfin, la grande mode, on va dire, des années 2015 et 2016 avec les incubateurs, les accélérateurs, les pépinières et les Fab Labs. Ces financements non dilutifs sont malheureusement très chronophages pour une start-up. On peut voir aussi, enfin, on voit assez régulièrement au cours de la première année de nombreux fondateurs, entrepreneurs s'épuiser à aller répondre aux différents concours, à essayer de répondre, à essayer de tenter d'avoir différentes aides. C'est, à notre sens, vraiment une période où il ne faut pas s'éparpiller, où il faut rester assez concentré, notamment par rapport à la réussite de votre projet. Essayez également de toujours désigner parmi les fondateurs quelqu'un qui va plus spécialement se consacrer à ces recherches et surtout essayer de vraiment qualifier ce que vous cherchez, est-ce que vous avez besoin de financement, est-ce que vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous lancez un produit qui peut vous permettre d'être à l'équilibre très rapidement, pourquoi chercher ce type de financement, plutôt se concentrer sur le développement de votre activité. Nous avons ensuite les financements dilutifs, donc, que nous verrons plus particulièrement avec Florian et avec Martin, donc Florian Beau de la BPI et Martin Genot des entrepreneurs, avec notamment les business angels, les VCs et l'introduction en bourse. Aujourd'hui, au niveau des business angels, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui aident et qui peuvent intervenir au niveau de l'amorçage. Donc, c'est quelque chose aussi à regarder, à observer, à bien identifier et surtout à bien qualifier. Et comme on le disait comme je le disais par rapport au financement non dilutif, la recherche aussi de business angel ou de fonds peut être très chronophage. On a parfois des startups qui, pendant une année, vont chercher à rencontrer tous les fonds de la place, ce qui n'est pas forcément opportun. Et ça, nous le verrons avec Martin et avec Florian. Bien se concentrer aussi sur les fonds qui connaissent votre activité, qui la maîtrisent et qui peuvent vous apporter aussi d'autres choses que de l'argent frais et trébuchant. Donc, bon, là, je ne vais pas vous donner le dessert avant l'entrée. Nous verrons aussi avec nos différents intervenants. Le choix du type de financement doit vraiment être en conformité avec votre stratégie, en harmonie avec vos besoins et en cohérence avec votre activité. D'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, de bien choisir l'investisseur et de bien choisir également le mode d'investissement au sein de votre entreprise. Les risques, ça on le voit dans beaucoup des startups que l'on peut accompagner. C'est la dispersion du dirigeant, la perturbation des équipes dirigeantes, la baisse d'activité, c'est-à-dire que oui, chercher un fonds peut prendre une année si on ne le qualifie pas bien et si on ne l'identifie pas bien. Et également le choix du partenaire capitalistique. Qui souhaitez-vous faire rentrer dans votre capital, comment le faire rentrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver avec un entrepreneur, par exemple, qui a déjà vendu sa première structure et qui cherche une activité qui peut polluer ou pas votre société, qui peut aussi vouloir prendre le contrôle. Donc, c'est des aspects, on va dire, qui sont peut-être pas forcément juridiques, pas forcément financiers, mais qu'il faut quand même appréhender préalablement à l'entrée d'un partenaire financier. Au niveau donc, merci à nos intervenants de nous avoir fait le plaisir de venir aujourd'hui. Donc, je vais commencer dans le désordre avec Florian Blot, qui est chargé d'affaires innovation
au sein de la BPI. Bon, la BPI, je pense que Florian le présentera un petit peu, le présentera mieux et tout le monde connaît la BPI, qui aujourd'hui est un des dispositifs, alors je ne sais pas si on peut parler de dispositifs, mais vraiment la banque, entre guillemets, de l'État français qui témoigne de l'implication de l'État dans le développement et pas que l'innovation. La BPI soutient aussi bien, comment dire, aussi bien les TPE que les grandes entreprises. Nous verrons ensuite, donc Martin Genot interviendra également. Donc Martin a un passé très riche d'entrepreneur, d'investisseur, donc a été directeur général de PhotoWays, numéro 1 du développement en France et en Europe dans les années 2000. Donc il a vécu les bonheurs de l'avant-éclatement de la bulle. PhotoWays a quand même bien survécu à l'éclatement de la bulle et ensuite a investi dans de nombreux fonds, mais ça, je le laisserai se présenter un petit peu plus longuement tout à l'heure. Eric Frola de MPS Mobile Print Services, qui aujourd'hui développe une solution assez innovante permettant l'impression en mobilité sur tous les, toutes les imprimantes connectées, qui a été lauréat du concours de l'innovation 2016, donc, et qui a créé MPS Mobile Print Services en 2014. Donc, il nous racontera son parcours d'entrepreneur. Ensuite, Antoine Dubosc, qui nous fera le plaisir de présenter les nouveaux modes de financement des entreprises, qui aujourd'hui ont dépassé un peu, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé des incubateurs, on a beaucoup parlé des X funding et autres. Aujourd'hui, le Startup Studio apparaît comme un nouveau modèle qui compile quelque part l'expérience et la caution que peut apporter un dirigeant et comment dire, l'investissement aussi au sein du capital d'une start-up. Enfin, Pierre-Yves Fagot, qui est directeur du pôle d'activité. Je suis désolée, Pierre-Yves, je ne l'ai pas mis ta photo. Donc, les directeurs du pôle d'activité droit des entreprises au sein du cabinet, qui a plus de 35 ans d'expérience et qui est plus particulièrement spécialisé en droit des sociétés, droit fiscal et droit douanier, et qui interviendra sur les aspects fiscaux, sachant que la France aujourd'hui, notamment avec les TIR, est un des pays de l'OCDE qui aide le plus le développement des entreprises. Mais ça, Pierre-Yves nous en touchera un mot à l'instant. Donc, je vais laisser Florian nous présenter les actions de la BPI. Si vous voulez le. Non, c'est bon. Je passe sous l'écran. Bonjour à tous, Florian Blot, chargé d'affaires et innovation à la Banque publique donc à Richelieu-Drouot, juste à côté. Je vais vous présenter peut-être en deux mots BPI, même si tout le monde connaît, ça reste le rassemblement de quatre entités publiques par un public, OSEO qui était très connu en financement d'innovation, la CDC Région, la CDC Entreprise et le FSI, Fonds stratégique d'investissement de Sarkozy, créé en je sais plus, 2009, je crois. Et tout ce rassemblement, donc opéré par François Hollande en 2012 à la Banque publique d'investissement, alors, je connais pas trop la présentation, elle a été faite par un collègue à moi. On est 2200, c'est ce qu'il faut savoir. On est implanté partout sur le territoire français. Le territoire français a été bien maillé puisque Zéo avait bien maillé le territoire à l'époque. On a une direction régionale par région, sauf à Paris. On en a trois, du fait de du système, etc. On a une direction régionale à La Défense, une direction régionale à Lille et une direction régionale à Bruges. Deux structures, BPI France est une société anonyme, il faut le savoir, avec une structure qui va être dédiée au financement et une autre à l'investissement. Malgré tout, on reste avec un actionnariat majoritaire de l'État et de la caisse des dépôts. Voilà le maillage du territoire dont je parlais. Un petit chiffre important aussi, 90% des décisions sont prises dans les régions. 90% de nos dossiers, finalement, jusqu'à plusieurs
millions, plusieurs dizaines de millions, on a une direction de mon N+2 en fait, de mon directeur régional, on n'a pas besoin d'aller au siège, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait que la plupart de nos dossiers, même si on est toujours quelques compétents, sont plutôt relativement rapides. Donc on va avoir investissement en direct, on va avoir du financement non dilutif. C'est finalement le sens de cette slide. Dans le financement non dilutif, je reviendrai sur le financement dilutif par la suite, on va avoir 4 métiers différents. On va avoir l'innovation, le financement et la garantie, l'export et les fonds propres dans les régions. Et à côté de ça, on aura des fonds propres directement, je dirais, via la structure d'investissement de BPI France. Il faut bien distinguer les deux. Alors, présentation de l'activité capital investissement. Les financements donc dilutifs. Deux types d'interventions pour BPI France, les investissements directs et les investissements indirects. Les investissements directs, ça va être par nos fonds, finalement, directs, pour lesquels on a des souscripteurs qui peuvent être l'État ou autres d'ailleurs, et qui sont sectoriels. Donc on va investir notamment dans le numérique, on entend beaucoup parler du FSN, du Fonds Ambition Numérique, on entend également parler de éco-technologie, d'Innovio, qui investit beaucoup dans les biotech. Et ensuite, on a également des fonds maladies rares, on a des fonds qui sont liés au bois, au luxe, c'est vraiment très sectoriel. Et enfin, on a un dernier fonds qui a été créé, je crois, il y a maintenant 4 ans. C'est le fonds Large Venture, qui va, lui, avoir plutôt une politique d'investir vraiment des gros tickets, entre 10 et 50 millions, afin d'éviter que nos pépites françaises partent à l'international pour trouver ce genre de montants. Donc, j'ai pas en tête les différents. On peut retrouver les différentes participations sur Internet. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont capables d'investir jusqu'à 50 millions, voire plus, sur des entreprises qui sont loin d'être break-even, mais qui sont capables de lever ce type de montant aux États-Unis. Voilà l'idée de Large Venture. L'idée générale finalement de BPI France, c'est d'essayer de combler, bien sûr, de combler des failles du marché. Et on voit bien au travers de Large Venture. Ça, c'est encore des fonds différents. Je parlais du fonds bois, du fonds savoir-faire d'excellence, patrimoine et création. Voilà, c'est des fonds très sectoriels. On est plutôt sur minimum minimum 500 000 euros. Et encore, je l'ai rarement vu pour notamment le numérique. Après, ça peut aller, comme je disais, jusqu'à plusieurs dizaines de millions. Les interventions indirectes, on appelle ça chez nous le fonds de fonds. Finalement, les souscripteurs alors là, j'ai 14 fonds, une trentaine à terme. Je ne sais pas aujourd'hui à combien on en est. Ce que je sais, c'est qu'on a pris 20%, 15% de très beaux fonds de la place parisienne. Et c'est une activité finalement très lucrative pour BPI France, puisque on investit dans des fonds qui réinvestissent derrière dans les startups et qui sont plutôt des fonds qui réussissent. Donc l'engagement global à 600 millions qui augmente finalement chaque année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait un soutien avec un soutien en termes de conseils et peut faire une levée de fonds avec pas via l'activité de fonds indirect. En fait, l'activité de fonds indirect, on est plutôt un stade au-dessus. On va être, j'imagine, je suis chargé d'affaires et innovation en financement, donc l'investissement, je connais peut-être d'un peu plus loin. Ce que je sais, c'est qu'il participe à la stratégie du fonds, mais ils ne vont pas être force de proposition pour aller chercher des entrepreneurs et les permettre. Non, voilà. Là, ça va être plutôt le métier de nos fonds directs. Eux auront l'activité d'un fonds classique, à savoir aller prospecter des belles startups pour investir chez eux. En revanche, nous, en dispositif d'aide à l'innovation, donc là on rentre dans la partie non dilutive, donc dans le financement, non plus dans l'investissement. J'ai résumé un petit peu tous nos dispositifs. Vous avez forcément entendu parler des différents acronymes que vous aurez à l'écran. Je vais rester moi à ce niveau-là. C'est nos 4 dispositifs pour moi principaux aujourd'hui qu'on peut vous proposer en non dilutif. C'est plutôt nous qui allons être un peu proactifs dans le démarchage des fonds. Ça, c'est plutôt dans ce sens-là.
Euh, donc en non dilutif, ce qui est plutôt ma spécialité, on va avoir ces 4 dispositifs qui vont correspondre peu ou prou au développement d'une startup. Après, bien sûr, il y a des particularités qui font qu'à Paris, on agit un peu différemment de Creuse, parce que l'innovation en Creuse n'est pas la même que celle de Paris. Maintenant, ça va être une présentation globale de nos dispositifs. Alors, pour débuter, on parlait de la preuve de concept et du financement de la preuve de concept. On a des aides à la faisabilité de l'innovation. L'aide à la faisabilité de l'innovation, c'est quoi? C'est une subvention. Là, on est vraiment dans le côté service public, entre guillemets, de BPI France, qui va gérer les fonds de différents bailleurs de fonds, tels que le CNC, tels que la ville de Paris, tels que la région, tels que l'INPI. Ils vont nous confier ces fonds et on va, comme ça, essayer de les réaffecter, enfin de les distribuer, entre guillemets, aux startups les plus innovantes et aux startups pour lesquelles on pense qu'il y a le plus de potentiel. Après, on est à un stade où l'entreprise est vraiment en projet. Elle est à peine créée et clairement, on n'a pas encore de traction commerciale, on n'a pas encore de partenariat en tant que tel. On est vraiment sur l'idée. D'où le côté subvention, d'où le côté, c'est pas les fonds propres de BPI France, c'est les fonds du CNC, c'est les fonds de Paris, c'est les fonds de la région. On va réengager, nous, en subvention de 30 000 euros maximum. Alors, actuellement, on est sur plutôt 15-20 000, mais en 30 000 euros maximum sur une enveloppe, on va dire, une dépense éligible que la start-up va engager de 60 000 euros. Donc, typiquement, je prends un exemple, je vais prendre beaucoup d'exemples, je pense, sur beaucoup plus en mesure. Euh, je crée ma start-up, je pense que j'ai besoin de design pour 10 000 euros. Je pense que j'ai besoin d'embaucher un data scientist stagiaire qui va me coûter 10 000 euros. Je pense que j'ai une SS2I qui va bosser pour moi 40 000 euros. Tout ça, ça fait 60 000. Nous, on vous apporte 30 000 euros de subvention. Encore faut-il que vous ayez les 30 000 euros à mettre en place. Et ce, dès le début du programme. Et non pas via une capacité d'autofinancement au fur et à mesure du projet. Non pas. On veut vraiment que vous ayez, dès le début, un engagement de ces 30 000 euros. Solde de trésorerie, 30 000 euros. Hop, on peut nous avancer. Ça peut être 15 000, 15 000, bien sûr. Je parlais des différents bailleurs de fonds pour qui on va travailler. La ville de Paris travaille aux côtés incubateurs de la ville de Paris. Et il y a une cinquantaine, une soixantaine d'incubateurs qui sont labellisés. Alors, PIA, Paris Innovation Amorçage. Je suis désolé, c'est un autre acronyme qu'on utilise. Je préfère rester au niveau supérieur qui est l'aide à la faisabilité de l'innovation. Mais derrière, bien sûr, on retrouve un nom particulier par financeur. Donc la ville de Paris, ça va être le PIA, on entend beaucoup parler. Moi, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que le PIA est quand même beaucoup plus ouvert aux innovations non technologiques, aux innovations d'usage, aux innovations de services, de marketing. Euh, donc je pense que c'est le plus simple, entre guillemets, à obtenir. Comment on procède? On va dans un incubateur labellisé PIA, on lui pose la question dès le début, et ensuite on essaie d'entrer dans cet incubateur qui va derrière vous accompagner dans la formalisation du dossier pour bénéficier d'une aide à la faisabilité de l'innovation de 30 000 euros. Ouais. Alors, la démarche a été extrêmement industrialisée depuis un an et demi. Maintenant, on est plutôt sur un mois à partir du moment où vous nous confiez enfin, où l'incubateur confie le dossier à BPI France, avec bien sûr toutes les pièces, parce qu'on a le cas où finalement la société n'est pas créée, etc. Mais au moment où on a toutes les pièces, normalement en un mois, on est capable de vous donner une décision. Et ensuite, le décaissement des fonds prend un mois et demi. Maintenant, on aura toujours des contre-exemples où finalement, encore une fois, la société était dans nos bases de données marquées inactives et ce pendant 4 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le dossier, on attend, on croit l'entrepreneur qui nous dit non, je suis en train de régler le problème avec le greffe. Il y a toujours des contre-exemples comme ça. Mais normalement, à partir du moment où on a toutes les pièces, en un mois, on a une décision. Euh, voilà, donc que rajouter de plus, si ce n'est que le décaissement des fonds se fait en 2 fois, 70% au début et 30% à la fin sur justification des dépenses. Donc c'est important
de faire des dépenses qui ont été annoncées au début. Après, on est capable de s'adapter. Si vous me dites qu'il y a eu un pivot, mais que voilà, on peut s'adapter. C'est pas du tout figé. Le but, c'est simplement, on va pas retenir des dépenses d'ordre marketing, communication, commercialisation. Seulement preuve du concept technique. Donc voilà pour l'aide à la faisabilité. Si vous avez des questions, on pourra peut-être y répondre tout à l'heure. Dispositif très ouvert et qui vise à la preuve de concept. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec vous, complètement. Mais pour le coup, là, c'est vraiment une contrainte qui est liée à des directives de Bruxelles qui font qu'on n'a pas le droit, finalement, de financer au titre du régime d'aide à l'innovation ce type de dépenses. Maintenant, je vous dis, sur le PIA, on est quand même un peu plus ouvert. On va élargir un peu les dépenses, notamment les dépenses de design et de design du site. Et ça, il y a... Comment? Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va... Oui, non, non, je suis d'accord avec vous. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est des dépenses qu'on ne peut pas reprendre. Et c'est légal, malheureusement. Ah non, non, la solution pour moi... Alors, après, il y a quand même, pour moi, dans l'innovation, pas dans l'innovation, mais tout du moins, il faut avoir l'idée qu'une barrière technologique est quand même quelque chose d'assez puissant qui permet parfois de se démarquer de la concurrence. Et il n'y a pas que l'aspect communication pour moi. Mm. Oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que vous... Donnez-moi des exemples du coup de... Alors, simplement pour compléter, quand on demande à l'entrepreneur de venir avec 30 000 euros, quand il sort de l'école, c'est clairement pas évident. Les différents dispositifs vers lesquels on peut le réorienter, ça peut être les prêts d'honneur, Scientipol, Réseau Entreprendre par exemple, pour ne citer que, qui peuvent prêter 20 000 euros par fondateur, et ce qui nous permet, nous, souvent d'avoir en face le plan de trésorerie équilibré. On a également les prêts à la création d'entreprise de certaines banques, on ne va pas en citer, mais qui peuvent derrière être contre-garantis par nos soins à 70%. Donc finalement, la banque prend très peu de risques et elle prête comme ça 20 000, 30 000 euros à des fondateurs. Et ça, les fondateurs ils pensent pas assez ou alors parfois un no-go direct de la banque, alors que quand ils leur parlent de la contre-garantie des pays France, finalement, ça peut être intéressant. Euh, voilà. Ensuite, on va passer donc au prêt d'amorçage. Euh, prêt d'amorçage d'investissement. On est au moment de la levée de fonds. Prêt d'amorçage va venir avant la levée de fonds pour renforcer la structure financière et ne pas être short en trésorerie dans les dernières semaines lors de la négociation avec les fonds. Ça, c'est l'idée. Maintenant, à Paris, on a une utilisation, enfin, on prend beaucoup de précautions lorsqu'on utilise le prêt d'amorçage. On est plutôt sur des levées de fonds auprès de fonds d'investissement, on n'est pas sur la levée de fonds auprès de business angel. On va être sur une levée de fonds, je dirais, pour caricaturer un peu au-delà du million. C'est 100 000 euros sur 8 ans, 3 ans de différents remboursements du capital et un taux qui est finalement important parce que c'est le seul moment, enfin c'est un moment en tout cas où les banques ne prêtent pas du tout aux entreprises. C'est de la trésorerie, c'est non affecté. Voilà. Ensuite, ces 100 000 euros donc, sont juste avant la levée de fonds. Et après la levée de fonds, pour la compléter, on peut avoir le prêt d'amorçage investissement. Son grand frère qui est venu un an après et qui veut lui mettre de la dette à des entreprises qui ont renforcé leur haut de bilan tout simplement. 8 ans, 3 ans de différé et ça va jusqu'à 500 000 euros et 50% de la levée. Encore une fois, à Paris, on a des levées au-delà du million toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Donc typiquement, on est plutôt sur les entreprises qui ont un break-even à 12-18 mois. Euh, en région, je sais qu'on voit des exemples où finalement l'entreprise a levé 500 000 euros auprès de Business Angel
Et finalement, elle va pouvoir avoir ce PAI de 250 000 euros, puisque 50% de levé, et quand bien même la société n'a pas encore un break-even prévu à 12-18 mois. Donc l'idée en tout cas de ces prêts, c'est vraiment de venir préparer la levée de fonds et ensuite compléter la levée de fonds. L'aide au développement de l'innovation, dans la même veine que l'aide à la faisabilité, on va être sur le financement de la RDI, de la recherche, développement, innovation, à 45% maximum. Donc encore une fois, je trouve qu'il vient après renforcer vos fonds propres, parce qu'encore une fois, on va vous demander d'avoir en face la trésorerie pour financer les 55% restants, voire plus, parce qu'on sait qu'il y a le marketing, sales et communication à côté. Donc exemple de l'entreprise qui a levé 1 million, qui a 700 000 euros à mettre dans de la RDI et 300 000 dans de la com et marketing. Sur ces 700 000 euros, on va venir avec notre ADI à la moitié, donc 300, 45%, donc 300 000 euros. Voilà, et il n'y a pas de taux sur 7 ans, 2 ans différés. Ensuite, lorsque l'entreprise est rentable ou en passe de l'être, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'atteinte du break-even, on pourra faire un pré-innovation, entreprise rentable depuis 3 ans, le dernier, le Graal de notre petit parcours, puisque c'est un financement où on va financer le BFR, le marketing, l'innovation, la communication, très ouvert, tout ce qui est immatériel, tout ce que les banques ont un petit peu plus de mal à reprendre classiquement. Là, on peut financer les 2 VIE que vous allez envoyer en Amérique du Sud, et puis toute la campagne marketing aux États-Unis. Je veux dire, de l'immatériel, il n'y a aucun souci. Si je viens un peu sur les montants, on peut aller, on est de l'ordre dans, donc là on a dit 100 000, 500 000 maximum. Dans l'ADI, on préfère peut-être mettre des tickets un peu plus réduits et recommencer tous les ans. Enfin, un programme de 24 mois, on va peut-être plutôt le faire en 2 fois, 12 mois au début, 12 mois ensuite, mais ça va être des tickets qui peuvent aller de 100 000 à 1 million. Et ensuite, pour le pré-innovation, c'est la même chose. Sur le papier, on peut aller jusqu'à 5 millions. Maintenant, trouver la boîte qui a besoin de 5 millions, qui a des ratios qui permettent de mettre 5 millions de dettes, et c'est rare à Paris, puisqu'en général, on n'a pas le droit d'intervenir en plus sur les ETI, donc c'est plus compliqué à trouver, mais on est sur 100 000 à 1 million d'euros aussi pour le pré-innovation. Pas de garantie sur tous ces dispositifs. Donc pas de caution des dirigeants, des choses comme ça. Je crois que c'est tout pour moi. Je vous ai mis une adresse en bas, qui peut être, je pense, intéressante. C'est le moyen à Paris qui a été décidé aujourd'hui avant d'avoir une petite API qui permettra de rentrer vos demandes, ce qu'on appelle les fiches premier contact. Aujourd'hui, on fonctionne encore avec une petite adresse comme ça, innovation-paris@bpifrance.fr. Derrière, on vous demandera de remplir un petit document et vous serez réaffecté à un chargé d'affaires selon votre arrondissement, selon votre région. Enfin, on essaiera de vous orienter au mieux. Pour info, on a reçu entre le 1er janvier et le fin avril plus de 2200, je crois, demandes première entrante, comme ça. Et on est une équipe de 8 chargés d'affaires et chacun, enfin, avec 2 délégués, 6 chargés d'études, sur Paris. Sur Paris intramuros. Que Paris intramuros. Alors là, c'est que Paris, mais typiquement, on vous orientera vers le délégué, donc mon chef, de l'ouest ou de l'est. Je peux même vous réorienter dès maintenant si vous voulez. Ouais. Alors ça va être, je crois que ça va être du coup l'est, ça va être Noisy qui gère tout le. Voilà. J'arrive. Oui. Attends. J'arrive à le faire. Terminé. Non. Non, c'est celui-là. Je passe, voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, donc bonjour, je suis Pierre Fagot, donc en charge
au sein du cabinet Alain Bentoussaint de toute la partie fiscalité, fusion-acquisition, start-up, ETI et PME. Je serai relativement bref sur les aspects fiscaux dans la mesure où nous consacrons un petit déjeuner chaque année après la loi de finances, donc vers le mois de janvier, sur tous les aspects fiscaux de l'innovation. Donc effectivement, je dirais que mon intervention à la demande de Nathalie est un simple rappel des mesures fiscales effectivement existantes concernant l'accompagnement, concernant les réductions d'impôts. De mémoire et de façon synthétique, nous avons trois grandes mesures. La première qui est le statut de jeune entreprise innovante, la deuxième, le crédit d'impôt recherche, la troisième, le crédit d'impôt innovation, et je dirais quelques mots sur une quatrième mesure que peu de personnes connaissent, qui est notamment le statut fiscal de faveur concernant les créateurs indépendants de logiciels originaux. Certes, les mesures concernant les logiciels sont moins intéressantes que celles concernant la propriété industrielle, les brevets, mais cette mesure doit être signalée. Alors, tout d'abord, le statut de jeune entreprise innovante. Pour bénéficier de ce statut, nous avons 5 conditions. C'est une mesure qui a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2016, c'est-à-dire les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016, très certainement. Nous pouvons supposer que la loi de finances, donc pour 2017, reconduira notamment le régime, notamment du statut de jeune entreprise innovante, qui est relativement intéressant. Ces 5 conditions sont les suivantes. Première condition, il faut que l'entreprise ait moins de 8 ans d'existence à compter de son immatriculation. Deuxième condition, il faut qu'il s'agisse d'une PME au sens communautaire, c'est-à-dire moins de 250 salariés, moins de 43 millions de bilan, moins de 25 millions de chiffre d'affaires, donc 250 millions de chiffre d'affaires, donc c'est généralement des ratios qui sont guère obtenus par les startups. Troisième condition, il ne faut pas qu'elle soit issue de la restructuration d'une entreprise existante. Quatrième condition, il faut effectivement qu'elle engage chaque année 15% de dépenses éligibles, c'est-à-dire les dépenses éligibles au CIR, pour pouvoir bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. Si ces conditions sont réunies, l'entreprise va bénéficier tout d'abord d'une exonération de cotisation sociale patronale pour tous les salaires des chercheurs techniciens. Elle va également bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés de 100% sur le premier résultat bénéficiaire de 12 mois, puis d'un abattement d'une exonération de 50% en matière d'impôt sur les sociétés sur le second exercice bénéficiaire qui n'est pas obligatoirement celui suivant le premier. Donc, ça sera le premier résultat bénéficiaire qui lui permettra effectivement de bénéficier de cette exonération de 100 plus de 50%. Également, dans le cadre de la jeune entreprise innovante, elle bénéficie d'une exonération de la CET et également de la taxe foncière propriété bâtie pendant 7 ans sur décision des collectivités territoriales. Ça, c'est le premier aspect, notamment du régime de la jeune entreprise innovante, c'est-à-dire une exonération sociale et fiscale pour partie. Autre point fort du dispositif de la jeune entreprise innovante, c'est que c'est en cas de cession de part, effectivement, ou d'action de la jeune entreprise innovante, elle bénéficie des abattements pour durée de détention renforcés, tels que prévus notamment, et non pas l'abattement simple, ce qui est applicable aux plus-values de cession de valeur mobilière, je dirais, ordinaire. Enfin, dernier point sur la GEI, c'est qu'elle peut cumuler bien évidemment le statut de jeune entreprise innovante et bénéficier du crédit d'impôt recherche. Et surtout, ce qui est intéressant pour la GEI, c'est qu'elle peut obtenir par rapport effectivement au régime de droit commun d'un remboursement de l'année au cours de l'année où elle les a engagées, les dépenses de crédit d'impôt recherche. Donc voilà brièvement rappelé effectivement en ce qui concerne le statut de jeune entreprise innovante. Deuxième mesure fiscale, le CIR. Le CIR est incontestablement la mesure la plus importante, disons, mise en place à la date de ce jour, puisque le dernier rapport sur l'innovation, je crois,
estime à plus de 60% l'impact du CIR en matière d'aide de l'État dans le domaine de l'innovation. L'objet du CIR, brièvement, c'est un dispositif fiscal de financement des activités de recherche et développement. Nous verrons qu'à côté du crédit d'impôt recherche, nous avons ce qu'on appelle le crédit d'impôt innovation, qui est un autre aspect, qui est en fait un élément, disons, un élément subsidiaire du crédit d'impôt recherche. Pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, elle profite à toutes les entreprises. J'arrive même plus à me relire, dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu selon un régime réel. Les activités concernant le crédit d'impôt recherche sont principalement tout ce qui est la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement expérimental. Je ne reviendrai pas sur le détail puisque dans le cadre effectivement des présentations du CIR et la prochaine que nous ferons au mois de janvier 2017, j'ai déjà effectivement des demandes d'intervenants sur le CIR puisque effectivement à partir du 1er juillet 2016 va être mis en place, compte tenu, je dirais, actuellement des conflits importants entre, je dirais, les entreprises qui engagent des dépenses de recherche et développement et l'administration fiscale. La loi de finances pour 2016, pardon, a créé un comité consultatif qui devrait être mis en place dès le 1er juillet 2016, justement pour tenter de régler ces conflits et éviter que beaucoup de dossiers de CIR, effectivement, aillent ensuite au contentieux. Le taux du crédit d'impôt recherche, il est de 30% de la fraction des dépenses éligibles n'excédant pas 100 millions d'euros et 5% au-delà de ce seuil, avec une majoration pour les entreprises situées dans les DOM. Il est déterminé par année civile. Les subventions publiques reçues pour les projets de recherche, effectivement, viennent en déduction du calcul des CIR. Et enfin, elle doit déduire, l'entreprise, des bases de calcul de la rémunération, les sommes versées des tiers pour des prestations de conseil. Donc voilà brièvement décrit, je dirais, les taux du crédit d'impôt recherche. Sur l'utilisation, le régime de droit commun, c'est qu'elle est imputée sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés de l'entreprise au titre de l'année au cours duquel ces dépenses de recherche et développement ont été engagées. Et en cas d'impossibilité d'imputation du CIR excédentaire, c'est au bout de 3 ans, la créance est remboursable. Néanmoins, le CIR est immédiatement remboursé pour les entreprises nouvelles, donc l'année de la création et les 4 années suivantes. Pour celles qui ont le statut de jeune entreprise de JEI pendant la durée où elles remplissent les conditions, de même que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Enfin, également bénéficient d'un remboursement immédiat au titre de l'année où ces dépenses ont été engagées, les PME au sens communautaire du terme, c'est-à-dire moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Le crédit d'impôt d'innovation, qui est une mesure effectivement qui s'insère dans le dispositif du CIR, elles, effectivement, sur les taux et plafonds sont moins importants que le crédit d'impôt recherche, puisqu'en matière de crédit d'impôt innovation, le taux du crédit d'impôt innovation est de 20% des dépenses éligibles. C'est le crédit d'impôt innovation qui permet aux entreprises de bénéficier, effectivement, c'est celles qui font des opérations de conception de pilotage. Donc, effectivement, il faut qu'elles remplissent un certain nombre de conditions. Sur le CIR, c'est crédit d'impôt innovation, j'ai une dernière remarque à faire. C'est concernant notamment, puisque dans cette salle, nous avons beaucoup de personnes, et j'en rencontre pas mal concernant, je dirais, l'application des règles du crédit d'impôt recherche dans le domaine du logiciel. Ce qu'il faut savoir que dans le domaine du logiciel, le crédit d'impôt recherche est malheureusement un secteur d'activité qui fait l'objet de pas mal de contrôles et de remises en cause, puisque effectivement, en matière de logiciel, et ça, c'était la doctrine administrative depuis le début et qui est reprise notamment par les juridictions, que ce soit par les tribunaux administratifs, cours administratifs et conseils d'État, c'est qu'il faut démontrer que malheureusement, on est souvent confronté à ce type de problème,
que le logiciel que vous avez conçu, je dirais, constitue une amélioration substantielle par rapport à l'état de l'art existant sur le plan technique. Or, beaucoup de nos clients, effectivement, qui font du crédit d'impôt recherche en matière de logiciel, je dirais, confondent un peu l'aspect innovant sur le plan, je dirais, gestion, etc., plutôt que sur le plan technologique. Or, que ce soit, je dirais, les experts du ministère, que ce soit l'administration fiscale, ils vont surtout s'intéresser sur les aspects technologiques, les améliorations des aspects technologiques. Enfin, dernière remarque, et j'en terminerai sur les aspects fiscaux. Ce que je vous disais, c'était notamment le statut un peu particulier réservé aux créateurs indépendants de logiciels originaux. Alors, effectivement, pour ces créateurs indépendants, c'est-à-dire soumis au régime des professions libérales, en catégorie BNC, lorsqu'ils cèdent leur logiciel, ils bénéficient sur, je dirais, le produit de la cession d'un régime fiscal de faveur, puisque ce régime est aujourd'hui pour les personnes physiques, je dirais une taxation au taux réduit au taux de 16%, plus les prélèvements sociaux 15,5, donc un total de 31,5. Mais ce régime est quand même moins intéressant que celui réservé pour, je veux dire, aux produits de cession de la propriété industrielle, c'est-à-dire les brevets, puisque pour les brevets, ce régime est identique, mais il s'applique non seulement sur les produits de cession, mais également sur les produits de concession, c'est-à-dire lorsque des licences sur les brevets sont consenties, effectivement, elles bénéficient de ce régime de faveur de taxation au taux réduit. Et deuxième également avantage qui n'existe malheureusement pas pour les logiciels cédés, c'est que pour bénéficier de ce taux réduit, effectivement, il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre cédant et cessionnaire. C'est-à-dire, il ne faut pas le céder, le cédant ne peut pas le céder à une société qu'il contrôle soit capitalistiquement parlant, soit sur le plan décisionnaire. Donc, il est obligé, alors que pour les brevets, effectivement, il n'y a pas cette condition de lien de dépendance en cas de cession ou de concession d'un brevet. La notion de lien de dépendance n'existe pas et n'est pas, je dirais, un frein à la taxation autoritaire. Donc voilà très brièvement, effectivement, rappeler ces mesures de faveur, donc le régime, le statut de jeune entreprise innovante, alors également le jeune entreprise universitaire, c'est à peu près un statut équivalent, si ce n'est que pour les jeunes entreprises universitaires, qui regroupent effectivement des chercheurs, étudiants, etc., il n'y a pas la condition des 15% de dépenses engagées chaque année. Mais les autres conditions demeurent valables. Deuxième, c'est le crédit d'impôt recherche, qui est le plus important, qui représente 60%, et qui fait, je dirais, de la France un pays particulièrement attractif, et on n'est guère étonné, effectivement, de voir que de nombreux groupes étrangers, notamment des sociétés américaines, laissent leurs filiales de développement en France et ne les délocalisent pas aux États-Unis, du fait effectivement de la qualité de nos chercheurs et de ces mesures concernant le crédit d'impôt recherche. Ils maîtrisent relativement bien, que maîtrisent moins bien les PME, PMI concernant effectivement alors crédit d'impôt innovation qui est quand même un peu spécifique, et puis le régime des créateurs indépendants qu'il ne faut pas oublier, qui peut être intéressant, sans même oublier les apports de brevets par les personnes physiques qui bénéficient aussi d'un régime fiscal de faveur. Voilà, en quelques mots rappelés avant nos intervenants, qui nous semblera plus intéressant de savoir un peu le retour d'expérience. Merci Thierry, c'était cours de droit fiscal en TGV. Mais bon, comme on l'a vu, ça peut énormément aider les startups au moment de leur création. Dans un second temps, dans un troisième temps, pardon, nous allons recevoir les témoignages d'Éric Frelat et de Martin Génaud. Nous avons souhaité aborder quelques questions. Donc, je vais les poser à tour de rôle à Martin et Éric. Je vous ai mis une rapide synthèse des pièges à éviter dont on pourra discuter par la suite ensemble, qui ne sont à nouveau pas forcément juridiques, mais plutôt opérationnels, mais qui se retrouveront aussi par rapport à la construction juridique que vous pourrez prendre au moment de la création ou après dans le cadre de l'évolution de votre structure. On voit que, par exemple, on le verra ensuite, mais une structure
capitalistique à 50-50 peut créer des problèmes, soit au moment de la création, soit après au cours du développement de la société. Donc on a toujours besoin d'avoir un leader qui sort, et également de l'importance d'une caution expérimentée, ça nous le verrons avec Martin. Au niveau de la finance, bon ça vous le savez tous et vous vous en rendez compte tous les jours, c'est le problème de la trésorerie à court terme ou une dilution du capital trop importante les premières années. Les présentations, nous le verrons un peu plus avec Florian et Martin sur l'aspect côté investisseur. Quand vous vous rendez compte que des fonds ou la BPI reçoivent des centaines de demandes par semaine, donc faire très attention à vos info-mémos, à faire en sorte qu'ils ne soient pas trop complexes, trop longs, trop confus. Le business plan, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que bon, sauf si vous appelez LinkedIn, vous avez quand même besoin d'avoir une monétisation ou un projet de monétisation à moyen terme, ne serait-ce que pour des questions de trésorerie. Les clients, pareil, une segmentation confuse peut décrédibiliser un dossier. Sur les produits complexes à mettre en œuvre ou non finalisés, on se retrouve aussi, votre entreprise, malgré des valorisations que l'on peut entendre dans la presse doit avoir des vrais produits. Et au niveau juridique, nous le verrons en conclusion, l'absence de sécurisation juridique qui aujourd'hui pose de gros problèmes, notamment dans le cadre de l'investissement. Donc concernant les pièges à éviter pour l'entrepreneur, je pense qu'on va commencer par Eric. Quels sont, à votre sens, Eric, les pièges à éviter? Je donnerai ensuite la parole à Martin sur ce point. Alors, je vais en profiter. D'abord, merci. Et peut-être que va permettre de derrière, de toute façon, MPS Service, c'est une start-up créée en. Une vieille start-up maintenant. Une vieille start-up créée 2014, dès 2014, un PowerPoint, avec des contacts et effectivement, derrière, ça a été. Vous allez voir BPI France. BPI France m'a dit oui, parce que Dérivone, on va pouvoir la. Et je vais parler d'idée rapidement. On va vous financer par la French Tech, mais le dernier. Et pour ça, vous allez voir un vous allez voir Paris Info, la position, et rapidement, concept à la cour concept d'expérimentation de derrière le première augmentation de capital à 75 000. Présentation de différents concours, dont un important qui est le concours de la solution MPS et aujourd'hui lauréat de ce concours et qui apporte une nouvelle fois un nouveau financement, puisque là c'est pour moitié subvention, pour moitié stable, et là justement la construction financière de l'entreprise qui est en place avec l'apport de différents actionnaires. Donc MPS, pour éviter les pièges, c'est important. Pour moi, dans les pièges, c'est important. Il faut vraiment constituer une équipe. Sur l'équipe, on n'arrive pas à faire le reste. C'est-à-dire à faire un bon business plan, c'est-à-dire à bien protéger. Donc l'équipe, le piège, lors des 50%, c'est bien associer tout le monde à la même histoire. La création de l'impression de l'équipe, par l'occurrence, en situation de c'est une histoire où on a des valeurs à porter, à partager, c'est celle-là qu'on va défendre, donc on sait sur le plan de l'héritage. Et donc on va commencer par construire, il faut le faire, et ne pas le faire, c'est une erreur. Notre baseline, c'est quoi notre histoire collective et comment on la raconte. MPS, deux temps d'impression, qui permet tout à chacun d'imprimer tout de suite en situation de une correspondance dématérialisée, une attestation de et j'en ai besoin tout de suite, un peu de manière impérieuse, proche de la mairie, comment je fais aujourd'hui pour récupérer ce en format papier. Donc notre baseline, et on l'a fait en super-héros, donc nous, notre idée, elle a un rôle de super-héros, c'est ces super-héros qui aident les gens à passer de l'immatériel au réel et de pouvoir continuer leur parcours dans une situation réelle et obtenir leur droit. Donc on s'est donné ces bases-là et on a tout construit autour de ça, y compris partagé avec l'équipe, au-delà de ça, avec les investisseurs, avec l'ensemble de l'écosystème
porteurs de projet. Donc Ça, avec un c'est- discours très clair et des éléments de langage très bien définis par Voilà. rapport. Et ce qui permet au niveau de l'équipe, à la première augmentation de capital, j'ai associé l'ensemble des développeurs dans une petite holding, et eux, en termes de financement, ils ont apporté l'apport au concurrent en développement. Donc ça aussi aide à faire avancer les choses derrière, et l'implication, avec, toujours pour l'équipe, un élément aussi essentiel, que les gens qui travaillent la nuit, le week-end à la start-up, Ça, au niveau trop social, c'est pas bon. être chronophagement noté, de manière à vraiment défendre le travail fait, combien ça coûte réellement, combien ça coûterait. Parce que le premier investisseur, le truc que vous avez fait en 5 minutes, non, ça a été des nuits, des jours. Et pour l'équipe, c'est important de valoriser l'ensemble des acteurs qui travaillent. Martin, de votre point de vue d'entrepreneur, quels sont les pièges à éviter? Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis entrepreneur en réalité et je suis aussi investisseur. Donc, j'ai été entrepreneur dans l'histoire PhotoWest, Photobox, que vous connaissez peut-être, puisqu'on a levé 30 millions d'euros. On a lancé cette société en 2000, on était 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est une société qu'on a revendue, on a revendu nos parts en 2007. Ensuite, j'ai lancé une autre société qui s'appelle Inspire Stores, qui est devenue Moto Blues, que vous connaissez peut-être, le casque du président. Et puis ensuite, j'ai repris une société qui s'appelle HAVIP, que j'ai transformée en différents morceaux, qui était une société en redressement avec un lourd passif qui faisait 25 millions d'euros et il y avait 10 millions de passifs. Voilà, je fais un point de continuation. Donc ça, c'est mon côté entrepreneur, créateur d'entreprise. Je continue à créer des entreprises dont je suis président, dont une qui est technologique qui s'appelle Réputation VIP, qu'on a lancé en février 2012 et on est 50 personnes. De l'autre côté, je suis investisseur et je suis investisseur président d'un fonds d'amorçage qui s'appelle Network Finance, avec une cinquantaine d'entrepreneurs et une vingtaine de sociétés qu'on a amorcées, dont Envie de Fraise, que vous connaissez peut-être, qui fait de l'e-commerce, dont MNG qu'on a mis en bourse. On n'en a perdu qu'une. Et à chaque fois, on coopte un parrain parmi les entrepreneurs pour suivre, soutenir, et on est très présent dans les entreprises. Donc, je vois passer beaucoup de projets et donc j'ai vécu aussi la JEI, le CIA, etc. Je dois dire que tout ça est assez formidable pour ceux qui veulent entreprendre. Alors, les pièges, comme tu l'as dit, c'est l'équipe. Donc, je reprends un peu l'équipe, elle est essentielle pour un investisseur. Là, je suis du côté de l'investisseur. Quand on voit un projet, les gens pitchent, donc présentent leur projet, et à ce moment-là, bon, ça dure 20 minutes, on est dans un lieu particulier, et on est toujours une trentaine. On débriefe après, et la première chose que l'on fait, c'est quasiment le profil psychologique et des compétences de l'entrepreneur qui nous a présenté son idée, son concept. Donc ça, c'est la clé. Et souvent, il y a des statistiques qui le montrent, 2 personnes réussissent mieux qu'une. On sait aussi, les statistiques le montrent, que une personne qui a raté et qui recommence réussit mieux que la personne qui a démarré. Donc d'une certaine manière, vive l'échec, parce que ça veut dire qu'on apprend beaucoup. Donc, mais ça, on le sait quand on est investisseur. Donc il ne faut pas avoir peur quand on est entrepreneur de montrer ses échecs avec lucidité, de montrer qu'on a appris, parce qu'aujourd'hui, les sociétés sont des sociétés qui vont changer en permanence. Donc, on n'est plus dans les années 50 ou 60, où il y avait d'ailleurs qu'un entrepreneur en général. Là, c'est des groupes, parce qu'il faut aller plus vite, et parce que la complémentarité est très importante. Donc ça, c'est aussi un autre point. Il faut que, si vous êtes 2, 3, vous soyez complémentaires. Si vous faites la même chose, ça a moins de valeur, évidemment, aux yeux de l'investisseur. Donc, la constitution de l'équipe est vraiment la clé numéro 1. Ensuite, la présentation. La présentation, elle montre juste ce qu'il y a dans les tripes, et pas tout à fait ce qu'apporte l'idée. Ce qu'il y a dans les tripes de l'équipe qui présente. Alors maintenant, il y a une sorte de loi d'évidence qui est, si c'est trop complexe, si on ne comprend pas, nous, en face, a priori, les clients ne comprendront pas. Et donc, ce qui est simple, et ce qui est certainement plus compliqué à exprimer, mais ce qui est simple a une force
Et donc, il faut que le pitch soit simple. Alors, quand vous êtes dans les pépinières, par exemple, etc., on vous apprend à faire des pitchs. Donc, les pitchs deviennent de meilleur en meilleur. Donc, il est plus difficile maintenant de juger un bon pitch parce qu'ils sont bons. Néanmoins, ce qui est recherché, c'est la simplicité de l'idée. Le focus qui était demandé, segmentation confuse sur les clients. Oui, c'est-à-dire que dès que ça part trop dans tous les sens, on se dit deux choses. La première, pourquoi ça part dans tous les sens, c'est peut-être que les gens sont velléitaires. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire et qu'ils ont envie de montrer beaucoup de choses et qu'ils ne vont pas aller quelque part. Donc, pour aller quelque part, on peut pas aller. C'est difficile d'aller à deux endroits différents. De la même façon, c'est difficile d'adresser deux segments de clientèle différents. Par exemple, en démarrage, le B2C et le B2B, c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est deux mondes différents. Et après, je dis pas que c'est impossible. Il y a des boîtes qui le font, mais qui sont beaucoup plus matures. Et on se rend compte que dans la focalisation, il y a une richesse incroyable qui se crée sur des difficultés que l'on rencontre au cours du chemin. Et donc, on en arrive au produit. Le produit, nous, et on n'est pas les seuls fonds, hein, on ne regarde que les choses qui ont passé l'épreuve du feu. Donc le POC. Parce que c'est là que il y a des très bonnes idées qui sont des fausses bonnes idées. C'est difficile de le savoir. Moi, j'ai suivi une boîte qui a eu tous les prix de l'ESEO, qui s'appelle Bering RCLux. Il y a eu même des subventions sur l'innovation, ce qui est assez rare, parce que c'est souvent des avances remboursables. Et donc, cette boîte avait inventé, et je vous la raconte parce que c'est quand même significatif, avait inventé une solution technologique, donc c'était une médaille d'argent du CNRS. Je suis président du comité aujourd'hui de cette société, donc je la connais bien, qui nettoie l'eau à la sortie du robinet. Brevet incroyable, physique quantique, lumière. Donc, mais cette lumière, ce système ne s'allumait que de façon aléatoire. Donc, souvent, ça prenait 5 secondes ou 10 secondes. Pendant 2 ans, ils ont travaillé pour que le système marche en moins d'une seconde. Et un jour, ils l'ont mis, ce système, aux aéroports de Paris, et ils avaient publié dans toutes les revues scientifiques du monde. Hein. C'était quand même, on sauvait des vies humaines. Eh bien, ça n'a pas marché, parce qu'il y avait un paquet de bactéries qui s'étaient fait la nuit et qui n'étaient pas reproduits dans le laboratoire, une poche. Et quand cette poche est passée dans la lumière destructrice, elle n'a pas tout été détruite. Donc voilà, c'est une superbe idée, et tout compte fait, qui n'a pas passé l'épreuve du feu. Donc c'est très important de passer l'épreuve du feu. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir un fabricant de pales de sous-marins nucléaires, ils ont fait des micro-pales, c'est la microcavitation, et ils se sont rendus compte que cette microcavitation rendait l'eau propre. Voilà. Donc, faut vous dire que l'épreuve du feu, ça a changé, et cette société est maintenant fait des fontaines pour les hôpitaux, donc sa focalisation, parce qu'il y a un agrément qui s'appelle le Q2.8 qui demande une eau propre. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut vraiment mettre l'idée en face, soit d'un client, soit d'une situation, parce que ça devient réel et que le réel est toujours assez inattendu. Alors, le juridique, c'est le 50-50. Non, évidemment, il ne faut pas être à 50-50. Dans toute structure humaine, la gouvernance est très importante. Donc, elle dépend beaucoup. Il n'y a pas une gouvernance type. Il n'y a pas une structure juridique type. Mais évidemment, c'est un peu mortifère, 50-50. Donc, le 51-49 permet de trancher. Mais c'est pas le seul sujet. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est qu'entre les actionnaires, il y a un mode de gouvernance, vous pouvez regarder sur Wikipédia, qui s'appelle la sociocratie. C'est tout le monde, on n'a pas besoin de démocratie quand on est plusieurs, il faut qu'il y ait un consensus, et pas un compromis. Le consensus, c'est tout le monde, on se met d'accord sur un plus. Un compromis, on retire quelque chose et on fait un compromis. Donc il faut être dans un consensus permanent, avec un mode de gouvernance qui le permet. Et donc, quand on n'a pas, c'est un petit conseil que je donne, quand on n'a pas le consensus, on fait un chantier, on met des médiateurs, ou un chantier, si on est 3 à 2, et on essaie de convaincre l'autre. Donc c'est très important d'avoir ce système où on est tous convaincus, et puis il faut trancher par rapport à des actionnaires, c'est ce qui est recherché dans 51-49. Forcément,
Quand on voit un projet, on veut que les porteurs du projet soient majoritaires. On veut qu'ils soient impliqués, qu'ils soient motivés, et pas qu'ils soient, entre guillemets, des pions qui gèrent de l'argent ou une idée. Donc voilà, ça c'est les pièges à éviter. J'ai encore une question par rapport à vous, je réserverai les deux très rapidement les autres très rapidement à Eric. Entre l'emprunt et l'entrée d'un investisseur, les deux premières années, c'est vrai qu'on est tous frileux par rapport, peut-être psychologiquement, à souscrire des emprunts, sachant qu'il ne faut pas oublier toutes les garanties que la BPI peut apporter. Vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous le recommandez? Est-ce que c'est vraiment le piège à éviter? Bah, là, on parle emprunt ou emprunt investisseur, on parle de financement. Donc, il faut financer la société. D'abord, juste pour vous faire sourire, le plus gros fonds d'investissement du monde pour les entrepreneurs, c'est Pôle emploi. Parce que c'est lui qui paye les salaires souvent des gens. Donc on se finance beaucoup comme ça. Ensuite, à un certain moment, il faut savoir pourquoi on veut de l'argent. Donc ça, c'est déjà la première chose. Moi, je vois énormément de gens aujourd'hui qui lèvent pour lever. Entre guillemets, c'est chic, on lève et ça fera bien. J'ai même vu des cas où, parce qu'il y a une sorte de petite loi qui dit, si je lève 500 000 euros, puisque je vous ai dit qu'il fallait, si je lève entrepreneur 500 000 euros, puisque l'investisseur veut que je sois majoritaire, puisqu'il veut que je sois motivé, donc la valo sera au-dessus d'1 million. Elle sera d'1,5 million. Voilà, ça c'est une sorte de benchmark. Donc, je vois une boîte qui me dit, voilà, je veux lever 1 million. Et je dis 1 million, oui, pourquoi? Puis pour finir, on tombe tous les deux d'accord très rapidement qu'il avait besoin de 300 000 euros. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas 300 000 euros? Tu seras moins dilué. Il me dit non, parce que 300 000 euros, ma valo sera 1,5 million ou 2 millions. À 1 million, ma valo sera 4 ou 5 millions. Bon, donc ça, c'est pas logique pour moi. Il faut d'abord savoir de quoi vous avez besoin. Donc une fois qu'on sait de quoi on a besoin, on se retourne, et c'est pas compliqué, vers tout ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire, on se retourne vers la BPI, on se retourne, et si c'est éligible, eh bien, tant mieux, parce qu'on est moins dilué, et donc ça, c'est un discours de Maquignon, hein, il faut mieux emprunter que de se faire diluer, si on patrimonialement. Donc, on va regarder tout ce qui est des effets de levier par l'emprunt bancaire, par le financement public, par d'autres choses, pour avancer. Et ensuite, c'est souvent lié au fait de mettre du capital, et ensuite on va chercher un investissement. Donc voilà, il n'y a pas de loi, mais quand on peut emprunter au niveau bancaire, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Alors après, il vous demande la garantie. Bah oui, mais c'est pas énorme, et puis bah après, c'est des décisions personnelles. Hein. Et il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui de garantie, il n'y a pas que la BPI, mais c'est d'autres dispositifs de garantie sans caution ou autre. Certainement de vous. Merci Martin pour ces aspects. Eric, l'incubateur est-il un passage obligé par rapport, entre guillemets, à votre parcours? C'est vrai que tout le monde aujourd'hui essaie de bénéficier des apports des incubateurs qui en France sont vraiment extrêmement dynamiques. Et peut-on concilier partenariat et actionnariat, sachant que ma question vous concernant est très ciblée? Voilà, elle est ciblée. Alors, concernant l'incubateur, passage obligé. Oui, au passage obligé, dans la mesure où on part dans une première démarche en disant, bon, l'idée avant quelque chose, on voit BPI France qui dit, ah, votre truc, c'est bien, mais le PIA, vous devez passer par un incubateur. Donc, oui, PIA, bénéficier du PIA à 1 euro, payé à 60%. Par contre, quand on voit là, on rentre chez l'incubateur, ça surprend, puisque lui, d'entrée de jeu, la facture, c'est 18 €. Donc, on se retrouve avec, en fait, pour développer un peu moins que ce qu'on a prévu sur le sujet. Donc, ça, c'est le point sur lequel, effectivement, mais tout de suite, dès on a choisi le bon, parce qu'il y en a plein, il y a des petits, là, en l'occurrence, c'était Paris-Info, le labo et la partie labo et l'édition. Donc, tout de suite, une visibilité. Une visibilité, puisque les avantages et les méthodologies que vous donnez assez rapidement. Premier élément, en disant votre truc c'est bien, mais ça se définit comment, ça se protège comment. INPI, tout de suite, faire un diagnostic très bien structuré, qui a permis d'ouvrir une discussion tout de suite avec les cabinets en disant
comment on protège le concept. On le protège par rapport à qui, par rapport à quoi? Parce qu'effectivement, l'innovation a été concourue au trophée innovation Atos, arrivé lauréat de ce concours, présenté devant les grands clients pour la Poste, et tout de suite, on se trouve à microbe avec un gros Atos, et on se dit, ah, autant aller voir quelqu'un qui connaisse sur le sujet. Donc, hop, subvention de l'INPI pour pouvoir structurer ces premiers contrats. Après, ça m'a permis d'ouvrir un territoire public d'expérimentation, puisque le mairie de Paris, donc là, la bibliothèque publique du centre de Pompidou, lieu public pour expérimenter le service et l'époque à l'issue du développement réalisé grâce aux subventions. Et puis après, c'est les rencontres un petit peu plus importantes sur cet écosystème, parce que c'est un nombre d'autres, l'Open Innovation. L'Open Innovation, ce sont 30 grandes entreprises qui cherchent à attirer des projets par gestion de projet, des startups, dans leur écosystème. Donc là, c'est la Poste, c'est SFR, donc tout de suite on rentre dans une histoire, il faut tenir avec eux, parce que logiquement ils sont lourds en termes de décision. Et puis des rencontres politiques qui permettent de consolider vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème de la startup, qui est composé de l'équipe, donc c'est valorisant. On n'est pas tout seul, et surtout pour quelqu'un qui se lance dans l'aventure et en équipe, à un moment, c'est d'avoir la capacité d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, donc un directeur de projet, parce que le plus gros piège réel que l'on a, c'est se retrouver seul devant un doute, devant une décision. Et la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment le premier piège. Et donc pour ça, ce sont des gros avantages. Et puis, à partir du moment où on est soutenu pour des Atos, la Poste, etc., on est soutenu par un incubateur de nom, quelque part, qui revient un petit peu plus en et c'est plus rassurant pour les investisseurs. Et au niveau de l'actionnariat, c'est vrai que vous avez fait un choix. Alors là, j'ai fait un choix. C'est vrai que j'ai fait mon tour en disant il faut que j'arrive à trouver un peu de fonds, et j'ai des amis qui sont l'augmenté, on va dire, mais un peu investisseurs. Et en gros, vous me dites, c'est d'avoir des gens qui rentrent pour jouer au train électrique avec vous. C'était pas tout à fait ça. J'ai passé 50% de mon temps à expliquer, plutôt que d'aller vendre, à expliquer où t'en es, t'as dépensé quoi, pourquoi t'as pris le train. Donc là, c'était un choix. Après, la vraie question, c'est de dire, initialement, j'avais mis un futur client dans le capital, Eco, qui gère un parc de 1000 imprimantes en université et puis, la vraie question, c'est que avec le concours innovation, c'est une première augmentation capitale déjà, pour faire rentrer nos développeurs, les architectes, docteurs en mathématiques, ingénieurs super info, bien. Et puis, le concours innovation numérique, à 250 000 € pour monter les contrats. Du coup, j'ai associé 3 clients. Je me suis dit, qui sont les premiers acheteurs, les premiers investisseurs intéressés par l'innovation, dans l'état où elle est, ce sont les clients. Donc j'ai fait rentrer le groupe pour vie fiduciaire, j'ai fait rentrer Optimal Solutions, qui est un opérateur postal alternatif avec un cachet toutes les fois, et consolider le groupe Céveco derrière. Donc par rapport à l'innovation, j'ai besoin d'un réseau, j'ai besoin d'un contenu et j'ai besoin d'un massificateur. J'ai réussi à faire rentrer ces gens-là avec un projet go-to-market commun. Et aujourd'hui, ensemble, on va pas B, bon, c'est parti quand même. Aujourd'hui, on va faire un gros POC avec la Poste pour expérimenter le point public d'impression dans les bureaux de poste. Donc là, il y a une histoire, et faire rentrer des investisseurs dans cette histoire-là, oui. Après, il y a un risque énorme, tout de suite, avec eux, c'est de dire, bon, au lieu de prendre une commande, ils préfèrent arriver en disant, non, je te fais un apport en compte courant, c'est de la dette, les gars, vous dites que vous voulez exploiter les solutions, vous l'achetez en tant que client et pas en tant qu'acteur. Et puis, le deuxième risque majeur, c'est s'il n'y a pas d'équilibre entre les trois. Effectivement, il y en a un qui va se faire sur son business model traditionnel, et il y a un risque de se faire, soit il s'en va, soit il vous rachète pour pas cher.
En gros. Il faut garder cet équilibre-là. Et Maintenant, bien sécurisé juridiquement. et il faut tout Les sécuriser. accords. Voilà, il faut tout sécuriser avec eux par un contrat de partenariat, même si l'actionnaire, en tant que client, avec, en plus, là c'est l'échéance du 30 juin, se faire un plan d'excédent aussi, associé de façon à la manière dont on va pouvoir véritablement faire une levée de fonds pour aller chercher l'intérêt. Bon, nous verrons ces points en conclusion, si malheureusement il y a un peu de retard. Donc, les facteurs clés de succès, rapidement, Florian et Martin, je vous laisse peut-être donner votre vision en votre qualité d'investisseur. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais bon, comme on est un petit peu serré par le temps. Mais en gros, qu'est-ce que, peut-être d'une manière assez synthétique, qu'est-ce qu'un bon investissement et qu'est-ce qu'un bon investisseur? Alors, le bon investissement. Je vais parler du financement de l'innovation, Ouais. ce qui connaît mieux. Donc, soit un dossier, donc pas forcément l'équipe. Maintenant, qu'est-ce que l'innovation? Alors, l'innovation, je pense que c'est une activité qui trouve son marché. Donc, souvent, quand l'entrepreneur a déjà une vision de comment il va faire du chiffre d'affaires, tout simplement, comment il va acquérir assez large pour finalement peut-être monétiser derrière. Mais bien travailler, je trouve, pour moi, c'est important. Ça prouve que l'idée a été travaillée, qu'on n'est pas juste sur une idée par pays. Dans l'équipe, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, nous, comme on va financer toujours à 50% maximum, on va voir comment on fait un petit sur le gâteau qui va permettre de etc. Et si on est vraiment à la condition, sinon ce ne serait pas de tester, nous allons bien prendre un peu les recherches. Je parlais tout à l'heure du prêt consécutif, très d'honneur. Si on peut mixer comme ça. Martin, quelques mots. Oui, l'équipe, hein, oui, on l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter. Qu'est-ce qu'un bon investisseur? Alors, ça, on le sait, parce qu'il y a des statistiques, les anglo-saxons ont fait beaucoup de statistiques là-dessus. Dans l'amorçage, en gros, aux États-Unis, 54% des boîtes meurent au bout de 5 ans, c'est simple, hein, et en France, 49%. Donc ça, la CDC a tous ces chiffres. On a travaillé à l'époque du Fonds national d'amorçage avec la CDC, moi, PBA, JAINA, enfin un certain nombre de fonds, on était 5 ou 6 sur ces sujets-là, puisque, je fais un petite parenthèse, la recherche de subventions, ça s'appelle la subsidiologie, elle est poussée par 4 moteurs. Le premier, c'est si vous voulez embaucher, a priori, posez-vous la question, il y a peut-être une subvention. Si vous faites de la recherche, a priori, il y a de la subvention. Alors, Fraceli ou autre, innovation, qu'est-ce que l'innovation? Vous vous poserez la question à ce moment-là. Si vous faites de l'export, subvention, ou avance, hein, APS, COFAS, etc. Et maintenant, un peu de durable, écologie, vous pouvez avoir... Donc c'est assez simple, vous ne posez pas tous les jours la question de savoir si c'est PAI ou autre, ou je sais pas quoi. Posez-vous la question de j'ai de l'ambition, je veux embaucher, etc. Je reviens sur qu'est-ce qu'un bon investisseur. Donc les statistiques sur l'amorçage, hein, parce que c'est autre chose quand on est derrière l'amorçage, en accompagnement, donc c'est d'autres qualités. Mais si je réponds à cette question, alors les anglo-saxons ont découvert que lorsque les boîtes étaient investies par des fonds d'entrepreneurs, et donc ils ont défini ce que c'était qu'un fonds d'entrepreneur, alors là, les TRI étaient excellents. Donc les gouvernements américains et anglais ont mis en place des fonds pour surabonder les fonds d'entrepreneurs. Et ils ont donné des critères sur les fonds d'entrepreneurs. Donc c'est des statistiques. Hein, donc a priori, je dirais que les fonds d'entrepreneurs, pourquoi parce qu'il y a plein de raisons. Parce que justement, il y a ce système de parrainage, de regard, d'éclairage, etc. Et donc on retrouve ça quelque part dans ce qui a été dit, incubateur, accélérateur, pépinière. Est-ce que c'est pas né comme ça? C'est parce qu'il y a une raison, ça améliore l'efficacité. Après, il faut faire un choix. Donc, d'ailleurs, la BPI vient de lancer le fait, il y a 6 mois,
le fait que lorsqu'il y avait un business angels agrémenté, je ne sais plus comment ils appellent ça, à ce moment-là, ils pouvaient surabonder à l'américaine. Donc voilà. Le reste, qu'est-ce qu'un bon investissement? Bah, c'est quand ça rapporte de l'argent, parce que on n'est pas là pour la beauté de l'art. Alors il y a par contre des fonds qui ont des critères un peu différents. Il y a des fonds qui ont un critère de TRI, et il y a des fonds qui ont un critère, qui ont leurs critères. Il y en a plein hein, à l'extrême Planète Finance. Donc ils ont des critères de développement particulier, de banlieue ou de développement durable, etc. Là aussi, il faut savoir dans quel domaine vous êtes, et il y a des fonds qui seront meilleurs que d'autres parce que ils ont un réseau qui vous aidera plus que d'autres ou une expérience qui vous éclairera plus que d'autres. Bon. Voilà. Merci Martin, merci Eric. Donc maintenant je vais laisser Antoine nous présenter une nouvelle forme de financement. Bonjour, Antoine Dubosc, je suis président et fondateur de Adventures, qui est un startup studio que j'ai créé il y a un peu plus de 5 ans. Je vais essayer de me concentrer sur des éléments complémentaires par rapport à ce qui a été dit. Quelques mots sur mon parcours et ce que nous faisons. Moi j'ai démarré dans les grosses boîtes américaines. J'ai démarré sur Ariel, Bonus, chez Procter & Gamble, et puis BCG. Et puis ensuite, j'ai été entrepreneur à partir de 2000. Partie de ces premières vagues d'entrepreneurs qui sont nés après, à partir de l'ouverture d'Internet en 96. Donc ça fait maintenant 20 ans que l'entrepreneuriat comme phénomène sociétal, qui a toujours existé, mais comme phénomène sociétal de masse, a démarré aux États-Unis 96, 97. Et c'est arrivé en Europe assez vite. Je fais partie des premières vagues. J'étais dans les premiers à quitter le BCG pour monter ma boîte, qui a été un semi-échec ou semi-succès. C'était WAPUP, c'est le premier portail internet mobile, et qui a été un moment où les opérateurs ont voulu verrouiller ce marché. On a ensuite connu la chute de l'effondrement de ce qu'on a appelé la bulle internet. Et donc on aurait dû mourir, mais enfin par un concours de circonstances, on a pu sauver la boîte, transformer dans un autre métier et en faire une société rentable. Et puis à partir de ensuite j'ai racheté mes investisseurs et j'ai fait une ligne de reprise qui est ensuite devenue, que j'ai transformée en 2010 en startup studio, où j'ai investi mes fonds personnels, parce que j'avais pu gagner dans la première aventure entrepreneuriale d'1,5 million pour créer ce startup studio qui est j'ai découvert petit à petit après, en fait, sur un modèle qui n'est pas le seul, puisqu'en fait, c'est un phénomène qu'on voit apparaître, qu'on a vu apparaître à peu près en même temps aux États-Unis, en Europe, toujours fondé par des entrepreneurs qui avaient déjà un premier cycle d'investissement. Alors, sur les sources de financement, beaucoup a été dit. Je veux peut-être juste un mot sur un modèle qui n'a pas été évoqué. Là, ici, on représente, c'est pas exhaustif, mais enfin, quelques sources de financement. On peut classer là selon 2 critères, l'implication opérationnelle et le niveau d'investissement. Vous avez, il y a des 2 paramètres, parce que vous avez un investisseur qui peut avoir un rôle plus ou moins élevé, et puis vous avez des solutions qui peuvent vous apporter des fonds plus ou moins importants. Là, je vais faire peut-être un petit zoom sur ce qui est en bas à droite, Venture Loan, qui est un modèle qui n'existe plus en France, sauf exception. Il y a une banque qui le fait, c'est la banque Wormser. Je connais un peu le modèle parce qu'on en a bénéficié pour une de nos startups, donc je vais en dire 2 mots, qui est plus commun aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, mais c'est peut-être un modèle qu'on va retrouver. Et puis modèle Startup Studio, je vais en dire un peu plus parce que c'est effectivement assez nouveau et souvent mal connu. Le Venture Loan, c'est un mode de financement, c'est en fait un prêt bancaire auquel on associe typiquement une émission de BSA, donc un effet de levier sur le TRI. Là, pour en l'occurrence l'année dernière, pour notre société Winnie, qui est un logiciel qui est une solution de travail collaboratif, où on intègre du travail de gestion de projet, du partage de documents à la box,
projet à la Trello, Basecamp, pour ceux qui connaissent, et puis des solutions de communication type Slack. Donc, on a obtenu 750 € de Vormsum Bank avec une émission de BSA limitée, donc ça représentait en l'occurrence moins de 1% de dilution et une période de différé d'amortissement. C'est un outil qui est assez utile quand on est dans une certaine situation. C'est pas dilutif, ou quasiment pas dilutif. C'est un modèle assez simple, c'était un cycle de décision rapide. Il n'y a pas d'ingérence sur la gestion, c'est l'avantage d'un modèle non dilutif. Mais il faut avoir une visibilité sur les cash flows, la génération de cash flow pour être en forte croissance, pour rassurer la banque. Et puis, en général, c'est adossé à un financement en equity. En l'occurrence, on a fait nos financements en equity à travers, en parallèle à travers des tranches d'investissement de Business Angel. Donc ça, c'est le modèle Venture Loan sur lequel je voulais vous dire deux mots. Le deuxième zoom, c'est sur le modèle Startup Studio. Qu'est-ce que c'est qu'un Startup Studio? Donc c'est un groupe dont le métier est de créer ou développer des startups. Donc c'est une société dont l'objet est de créer des sociétés. Alors, j'étais à l'école, j'avais appris qu'il y avait sociétés, les entreprises faisaient soit des biens, des produits, soit des services. Et en fait, il y a un troisième objet, un service pouvant être des financements, pouvant être de l'accompagnement, pouvant être du conseil, pouvant être toutes sortes de services. En fait, il y a un troisième modèle qui a peut-être qui est apparu, dont le métier est de créer des sociétés. Donc le produit, c'est une société, on crée une société, on développe une société et on vend une société. Le produit de société. Alors du coup, quand on le produit de société, on est obligé de regarder le produit du produit, évidemment. Donc c'est un modèle un petit peu particulier sur laquelle on apprend, sur laquelle j'apprends depuis 5 ans et sur laquelle d'autres acteurs se sont positionnés. Donc c'est pas un incubateur, puisque l'incubateur est là pour aider une société en phase de création ou de développement. Il ne crée pas lui-même la société. C'est pas un fonds de venture capital. Ça peut avoir un rôle, un startup peut avoir un rôle de financement ou pas. Il y a différentes stratégies, mais c'est pas son métier premier d'apporter le financement. C'est pas un cabinet de conseil, même s'il peut y avoir des aspects qui s'en rapprochent, et c'est pas un accélérateur non plus. Il y a des caractéristiques communes à tous les startup studios, malgré les grandes variétés de stratégies mises en œuvre. Dans le studio, il est fondateur ou cofondateur de chacune de ces startups. Il a une part, il engage son investissement en création. Il a une part de capital substantielle. Il est actionnaire majoritaire ou en tout cas actionnaire de référence. Il a un rôle dans la stratégie et souvent un rôle exécutif dès la conception du business model. Du fait du développement du portefeuille, il est amené à mettre en place des ressources partagées. On appelle chez nous un talent pool, c'est-à-dire des ressources qui vont être communes à différentes sociétés et leurs différentes phases de développement. Alors on peut dire que une des raisons pour lesquelles peut-être ce modèle est apparu depuis 5 ans, je disais que ça fait une vingtaine d'années que le phénomène entrepreneurial sociétal est né. C'est dans les débuts de l'aviation, on a une idée, un monoplan, un biplan, et puis on va se lancer d'une falaise. Bon, c'est un petit peu l'entrepreneuriat de ces 20 premières années, on va dire. C'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de prise de risque, puis beaucoup de morts entre guillemets à l'arrivée, de morts physiques, enfin beaucoup d'échecs. On parlait tout à l'heure des taux d'échec. Il y a différentes études. Il y a une étude assez exhaustive qui a été faite par un groupe commun entre Stanford et Berkeley qui calculait 92% de taux d'échec dans les phases en gros de 0 à 5-6 ans, et qui avait regardé au-delà de l'amorçage les facteurs d'échec. Donc c'est quelque chose qui commence à être un petit peu connu. Mais en tout cas, les taux d'échec sont considérables. Alors, il y a deux approches. On peut considérer que c'est normal, c'est statistique, c'est darwinien. Finalement, on a un phénomène où c'est normal qu'il y ait 90% d'échecs. Ou alors, on peut considérer que ce n'est juste que parce qu'on est au début de cette industrie nouvelle, et c'est plutôt ma conviction,
et que de la même façon que le secteur aéronautique aujourd'hui, quand on conçoit un nouveau modèle d'avion, même très innovant, bon, on n'a pas 90% de pilotes d'essai qui sont au tapis, ça reste un métier plus risqué que d'être pilote de ligne, mais on arrive à concevoir un modèle très innovant, peut-être avec des concepts aéronautiques tout à fait nouveaux, sans connaître ces niveaux d'échec. Et pourquoi? Parce que l'industrie a appris, a compris en avançant, et plusieurs points ont été évoqués tout à l'heure, on a commencé à comprendre, et on commence à comprendre un petit peu mieux ce qui fait qu'on réussit, ce qui fait qu'on échoue. Notre conviction, c'est qu'on est qu'au tout début de ce processus et qu'on pourra aller beaucoup plus loin. De notre côté, pour nous, on a fixé un taux de 25% d'échec en espérant faire mieux. Mais c'est à peu près donc une division par 3 à peu près du 3 ou 4 du taux d'échec constaté en moyen. Ça dépend un peu de ce que tu parles tout à l'heure par rapport aux entrepreneurs, cette question, cet apport des entrepreneurs. Oui, alors justement, oui, création de start-up, taux d'échec, je vais revenir sur ce point. Donc, un taux d'échec élevé, bah, c'est embêtant parce que ça veut dire que ça a comme conséquence beaucoup de gâchis humains. Alors, on apprend certes de ces échecs, il y a aucun doute, et ça a été évoqué tout à l'heure, mais enfin, on préfère réussir que d'échouer. Ça a une conséquence notamment, cet aspect humain, c'est qu'on a beaucoup de mal à attirer des gens qui ne sont pas des jeunes sortis d'école. C'est-à-dire que quand on a 25 ans, on prend des risques. Moi, personnellement, quand j'ai mis mon patrimoine sur la table, j'étais père de famille, j'avais pas loin de 40 ans, donc donc je veux pas prendre 90% de risque d'échec, donc il a fallu que je trouve un autre modèle compatible avec un niveau de prise de risque plus raisonnable et plus raisonné. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à attirer aussi des gens qui sont un petit peu seniors, parce que s'ils sont dans une grosse boîte, la femme ou le mari va le dire, attends, c'est joli, mais enfin, ok, ils ont eu un financement, ils ont fait une levée de fonds, mais enfin, l'espérance de vie est quand même très courte. Et puis financièrement, c'est pas très bon parce que ça veut dire que 80-90% des fonds investis par les investisseurs ou par les États, on a parlé tout à l'heure des aides fiscales, le sont en vain. Donc on peut pas vraiment se satisfaire de ça. Les TRI des fonds, les TRI moyens des fonds d'investissement sur les premières phases d'amorçage et la phase suivante sont proches de zéro. Pour les business angels, les TRI moyens sont en France, les chiffres ont été publiés, sont proches de zéro également, c'est 2%. Et traduisent en fait ce phénomène. Donc les quelques succès qu'on pense à peu près les échecs quand on a à peu près de la chance. Et puis il y a des fonds qui font un petit peu mieux. Aux États-Unis, c'est un peu meilleur. Les TRI sont un peu meilleurs. Puis il y a des sous-groupes, ça a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, quand les fonds entrepreneurs obtiennent des résultats qui sont meilleurs. Alors là, le visuel est pas on va pas très bien, mais il y a une exception à la statistique, c'est qu'effectivement, lorsque les startups sont créées par des entrepreneurs qui ont accompli au moins un cycle, alors le taux d'échec passe à 25%, baisse à 25%. Alors, d'où l'impact d'avoir effectivement des entrepreneurs qui conseillent, et c'est encore plus fort quand c'est l'entrepreneur qui crée. Et c'est ça le fondement du modèle de Startup Studio, parce que finalement, quand un entrepreneur de première génération qui a déjà fait un ou deux cycles, qui a gagné de l'argent, mettons, sur un premier cycle, se pose la question de réinvestir, ben, il est face à 3, 4, 5 options. Moi, mon choix, c'était entre soit reprendre une boîte, donc c'est-à-dire acheter une société, faire un effet de levier, soit réentreprendre. Mais réentreprendre, c'était reprendre un niveau de risque. Et donc, j'ai choisi un autre modèle qui était le modèle studio. C'est comme ça que j'ai choisi d'investir. Mais ça dépend de chaque entrepreneur. Donc, si vous avez, on voit les différents modèles. Il y a le end of game, set un bord. Donc, ça, c'est l'entrepreneur qui décide de dire je plie bagage. Ça y est, voilà, je vais investir dans l'immobilier. Et je vais investir dans des actifs sécurisés, donc avec un taux de retour qui va être faible. Le business angel, donc il y a un certain nombre d'ex-entrepreneurs qui se sont convertis en. Donc là, ils sont dans un rôle que peut qualifier d'investisseurs. Donc on a un certain nombre notamment d'entrepreneurs un peu médiatisés en France qui se sont repositionnés dans un bon business angel, c'est-à-dire qu'ils investissent dans des boîtes, mais ils prennent plus de risques exécutifs dans les sociétés. Puis vous avez le modèle venture capital, c'est souvent quand ils ont un peu plus de moyens, ils créent des fonds. J'ai des copains, ils ont créé des fonds. Ils créent un fonds seul ou à plusieurs, et à ce moment-là, ils mettent
ils rejouent le cash de ce que les fonds ont fait pour eux. Ils vont le faire cette fois-ci en tant qu'entrepreneur dans un venture capital, mais avec à ce moment-là des espérances de gains, si on regarde strictement les choses d'un point de vue financier, qui sont assez limitées, en fait. De TRI assez limité. 2% en moyenne sur les 10 dernières années en Europe. Alors c'est très réparti selon les quartiers. Mais même quand on exclut les mauvais ou les très mauvais, c'est quand même assez limité compte tenu du risque qui est pris. Et puis après, il y a un modèle où on peut être entrepreneur. Donc là, l'entrepreneur peut décider de repartir en entrepreneur. Donc il crée une boîte. Alors là, il prend un risque élevé. Il peut perdre beaucoup et puis il peut gagner beaucoup. Et puis le modèle de startup studio dont je vais parler, qui consiste en fait à être un parallèle entrepreneur. Donc à réduire un peu, ce qui permet de réduire un peu le risque, parce qu'il y a un effet de portefeuille, et puis il y a un effet de synergie entre les sociétés du portefeuille. Et puis qui permet d'avoir un retour plus élevé en raison de l'effet de levier sur les valorisations des sociétés. Alors ça, c'est peut-être je vais passer rapidement, ça c'est juste la perspective en tant qu'investisseur, les différentes classes d'actifs qui aujourd'hui permettent pas de trouver facilement un retour sur son argent pour ceux qui ont cette problématique-là. Phénomène des startups, c'est un phénomène récent qui a commencé à faire l'objet d'une attention particulière depuis en gros une année, 2 ans, qui existe en réalité depuis 5 ans. Ça, c'est la courbe du nombre de startup studios dans le monde. Et vous voyez une accélération très forte depuis quelques années. Il y a une croissance de plus de 30% par an. Il y a 120, là c'était le chiffre à fin décembre 2015, un peu plus maintenant, 145, 150 startup studios recensés dans le monde. C'est un phénomène évidemment tiré par les États-Unis, mais qui existe aussi en Europe. C'est un phénomène mondial et qui correspond à cette période de l'histoire dans l'entrepreneuriat dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un effet de levier sur la création de startups. Ces 123 studios ont créé 1200 startups. On peut se poser la question de ce qui va suivre. Pour notre part, en raison des efficacités que ça représente et de la réduction du taux d'échec que ça représente, je pense que c'est amené à prendre une part substantielle du flux de création et de développement d'entreprise, parce que tout simplement c'est un modèle plus efficace. Quelques exemples de startup studios. Rocket Internet, qui est le plus gros, le plus connu sans doute, qui sont en avance de phase, sont cotés en Allemagne. Ils ont un grand nombre de startups. En France, il y en a 7 recensés. Le plus important, c'est eFounders, qui était fondé par les anciens créateurs de Photolia, après avoir vendu Photolia à Adobe, spécialisé dans les logiciels SaaS en B2B. Voilà, il y a différents modèles, Finleap, nous-mêmes, Adventure Steam, c'est-à-dire qu'on est sur Steam, c'est Science Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Donc c'est une approche multidisciplinaire. Donc voilà quelques exemples de studios. Donc le nombre de startups est très variable. Dans le classement, on doit être entre 25 ou 30e mondial au nombre de startups. Notre portefeuille, pour nous, on a donc Winnie, qui est une société dans le logiciel collaboratif, GeoGTech, qui est dans l'engineering génétique. Donc on conçoit et on vend à des laboratoires de recherche, surtout aux États-Unis, en Israël, des outils technologiques de transfert de gènes, donc en génie génétique. Eloquent, c'est une place de marché qui est en phase de lancement juste là, en ce moment, dans le domaine de l'économie de la connaissance. UART, c'est sur le marché de l'art. WMI, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Et ADV Lab, c'est notre lab. C'est là qu'on incube, on peut dire, en avance de phase et qu'on prépare les lancements des futures sociétés sur un rythme, pour l'instant, de l'ordre d'une société par an. Et notre rythme, voilà, il y a des studios qui sont beaucoup plus intensifs en création, en volume. Pour nous, c'est à peu près le rythme qu'on suit actuellement. Voilà. Et donc en conclusion, l'idée
L'idée des studios, c'est de passer de l'entrepreneuriat très courageux mais très risqué à quelque chose d'un peu plus structuré et tout aussi innovant. Voilà. Merci. Je vais conclure très très rapidement pour laisser un petit peu de temps pour les questions. Excusez-moi pour le retard. Donc un petit point rapide sur les sécurités juridiques indispensables. Nous l'avons vu tout au long de ce petit déjeuner débat. Donc très rapidement, l'ASAS est un outil assez merveilleux en France qui donne beaucoup de souplesse et de flexibilité dans le cadre de l'organisation, de la gouvernance et de la souplesse de son mode de fonctionnement. Comme nous l'avons vu, faire attention par rapport à la répartition du capital. La faisabilité juridique, nous voyons de plus en plus de fonds d'investisseurs qui demandent des legal opinions par rapport à l'activité. Donc, districté, oui, mais pas n'importe comment et surtout, comme nous l'avons vu avec, par exemple, l'exemple d'Uber Pop qui est arrivé en France. Alors, est-ce que c'était voulu, est-ce que c'était pas voulu pour détourner ou pas l'intention de la problématique Uber? Vous pouvez avoir une excellente idée, mais est-ce qu'elle est bien vérifiée quand même sa faisabilité juridique, sachant que aujourd'hui, dans le cadre d'une disruption des services ou de la technologie, la valeur de votre entreprise repose quand même sur cet aspect-là. Les premiers investisseurs, donc des packs d'actionnaires, ça nous l'avons vu. Récemment, j'ai une de nos startups qui avait fait rentrer 30 petits actionnaires, copains, amis, petits copains, petites amies dans le capital sans monter une holding. Donc, n'oubliez pas que vous vous retrouvez derrière avec 34 actionnaires au moment de la convocation de l'Assemblée générale, c'est un peu compliqué. Donc, ne pas hésiter à nous consulter pour voir les véhicules qui peuvent être organisés, surtout pour des raisons pragmatiques au moment des grands rendez-vous de la société. La fiscalité, ne pas négliger les différents dispositifs, il y en a beaucoup. Mais comme le soulevait tout à l'heure qui arrive, il y a aussi des dispositifs qui sont moins connus que le CIR et selon votre activité et votre développement qui peuvent être intéressants. La gouvernance, faire simple, toujours très simple. Les packs d'actionnaires où personne ne comprend, même les avocats, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à créer des problèmes lors des worst case. La concurrence, ça c'est tout au cours de la vie de la société, protéger son savoir-faire par des accords de confidentialité, des clauses d'exclusivité ou de non-concurrence. Donc pareil, des dispositifs contractuels qui peuvent énormément vous aider, prévoir derrière comme des sanctions, c'est-à-dire que moi je vois certaines startups qui me disent oui au début, on va commencer, puis après on verra, c'est-à-dire qu'on va prendre des modèles sur Internet et puis après, une fois qu'on aura gagné un petit peu d'argent, on vous fera faire des contrats types. Faites attention parce qu'un accord mal écrit peut être aussi dangereux qu'un accord bien écrit pour la partie adverse. Sur le patrimoine immatériel, donc pareil, protection, encadrement juridique, surveillance. Faites très attention aux créations des salariés, ça au niveau droit social. N'oubliez pas que certaines clauses dans des contrats de travail peuvent vous sauver la vie, notamment au niveau de la revendication potentielle des salariés sur les créations. Les situations de blocage, au départ, notamment dans le cadre de la levée via de la love money, tout le monde s'aime, ça peut devenir un petit peu compliqué par la suite. Donc, c'est des points qu'il faut également anticiper dans le pacte d'actionnaires. L'importance des contrats types, ça c'est pareil, vous faire gagner du temps et mettre en place dès le départ un dispositif contractuel efficace. Le management, donc ça on pourra le revoir peut-être dans un autre petit déjeuner débat. Fidélisation des personnes clés via des management packages. On voit de plus en plus, notamment avec les BSA. Faites attention à ne pas le faire trop tôt, à ne pas le faire trop tard. Le faire trop tôt parce que quelque part vos managers du départ ne seront pas forcément ceux qui passeront la tempête, et trop tard parce que la valorisation de l'entreprise ne sera peut-être plus intéressante finalement pour eux. Et après les sorties, faire très attention. Et ça, pareil, lors de la négociation du pacte d'actionnaires, vous pouvez avoir un investisseur qui investit de manière très forte dans le capital et vous pouvez être tenté d'accepter des clauses de sortie
pas analyser forcément les taux de sortie des investisseurs. C'est clair que si l'activité se déroule mal et si comment dire, la société n'a pas le développement prévu, ces clauses de sortie peuvent vous coûter très cher et peuvent avoir un impact très important sur la survie d'entreprise. Donc je vous laisse maintenant tout le temps par rapport donc définition de la stratégie d'ouverture du capital. Donc ça, le définir à mon sens dès le départ, quitte à piloter par la suite. Utiliser tous les dispositifs d'accompagnement de l'innovation et comme nous l'avons vu tout à l'heure, notamment ceux de la BPI, et sécuriser les activités de l'entreprise tout au cours de sa croissance et notamment de sécuriser l'accompagnement du financement. Je vous laisse maintenant les questions. Les critères particuliers imposés par à la demande d'investissement des entreprises publiques